Je vous remercie tous de votre présence. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir autant de monde ici. Euh, Cet événement qu'on fête aujourd'hui, le Dia de los Muertos, c'est un événement parmi une série d'événements qu'avec Mercedes Gulin, ma collègue qui s'occupe de la médiation, et moi je suis moi-même Marie Desmarty, conservatrice en charge des contenus sciences humaines et des collections. Donc toutes les deux, on est en train d'essayer de créer de l'animation à l'alimentarium et on a pour projet d'avoir régulièrement des événements qui invitent le monde à l'alimentarium autour de l'alimentation et des traditions en lien avec l'alimentation. Au printemps, on avait fait le Midsommar, qui est une tradition norvégienne. Aujourd'hui, le Dia de los Muertos. La prochaine fois, on va faire un carnaval. On n'a pas encore décidé lequel, donc peut-être que vous avez des idées et des envies. Et puis, on va continuer comme ça 2-3 fois par an. Donc, on espère que vous reviendrez pour d'autres événements que celui-ci. Donc, l'événement d'aujourd'hui, il a pu être rendu possible en particulier grâce à l'association Amex, qui est une association qui s'occupe de faire créer des liens entre le Mexique et la Suisse. Et c'est cette association qui a bénévolement créé l'hôtel des morts qui se trouve dans la rotonde en bas. Et puis, donc, on voudrait chaleureusement les remercier. Et puis, on remercie évidemment Walter Bosterli, qui est donc, je suis désolée si j'écorche votre nom, j'espère que c'est pas trop, qui est donc le directeur du Museo de Arte Popular à Mexico City, et qui nous fait le grand plaisir de se joindre à nous ce matin, parce qu'il est 8 heures du matin au Mexique. Et donc, c'est d'autant plus appréciable, on est vraiment reconnaissant pour ça. On va faire parler Walter un petit moment de la tradition du Dia de los Muertos, et puis après, il pourra échanger avec nos trois magnifiques invités du jour, qui sont toutes, si je ne me trompe pas, d'origine mexicaine et qui vivent en Suisse, et qui vont nous raconter comment elles vivent la tradition du Dia de los Muertos ici, qu'est-ce que ça signifie pour elles, tout ce qu'elles ont envie de nous raconter en fait. Et puis on pourra dialoguer, elles pourront dialoguer avec Walter et puis avec le public évidemment si vous avez des questions à leur poser. Donc Walter, pour commencer, est-ce que tu... Alors oui, pardon. Walter est donc mexicain, il parle français et anglais, mais il n'ose pas faire sa présentation en français, donc il va parler espagnol, et Mercedes, qui est d'origine espagnole, va pouvoir faire la traduction. On a de la chance, on a une équipe polyglotte. Donc je vais parler en français à Walter, tu me dis si tu comprends pas ce que je te dis, tu fais pause. Très bien. Et puis lui, il va parler en espagnol. C'est à l'image de ce qu'on essaie d'organiser ici, quelque chose de festif et de translocal et international et multilingue. Donc Walter, si tu peux commencer par nous parler un peu de la tradition du Dia de los Muertos, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle signifie pour commencer. Bon, d'abord, je vais m'excuser pour continuer en espagnol, mais je crois que mon niveau de français, ce n'est pas assez spécial et dans le niveau que vous pouvez me comprendre. Je ne vais pas faire des erreurs et à la fin faire entendre une chose pour l'autre. Alors, je préfère comme ça de parler en espagnol. Et je vais, avant que tout, remercier à Marie, à Mercedes, au musée alimentaire et tout le public. Et je vois qu'il y a plusieurs âges et types de gens, mes collègues mexicains qui vivent là-bas. Et d'un autre côté, parler assez brièvement que c'est une situation bizarre parce que mon père, c'était suisse. Il est né à Winterthur, au nord de Zurich, mais que, comme tous les Suisses qui sont vraiment disciplinaires et choses comme ça, il n'a jamais voulu nous parler en allemand, en français, en italien. Il nous disait, chaque fois qu'on lui demandait de parler en allemand, il nous disait avec son accent très, très, très dur, ici, aquí en México, se habla español. Y aquí vamos a hablar solamente español. Alors, c'est pour ça qu'on avait perdu la possibilité de prendre les langues directement de lui. Mais
le niveau, comme je les disais, ce n'est pas assez haut pour avoir une conversación de ese tipo. Alors, yo prefiero hablar en español. Entonces, Mercedes, te doy el trabajo, pero simplemente es empezar a hablar de un sincretismo entre las costumbres de un mundo prehispánico y de un encuentro con los que nos conquistaron, los españoles, que aquí en México preferimos decir encuentro más que conquista, y que a raíz de eso se comienza esta tradición. Il s'agit de raconter l'histoire d'un syncrétisme entre plusieurs cultures. À Mexico, on parle de encuentro, rencontre, entre les conquistadors espagnols et les cultures précolombiennes. Est-ce que j'ai bien traduit? No escuché yo a Mercedes, ¿eh? No sé si me escucharon ustedes. ¿Sí? No te escucho, Mercedes. ¿Usted no me oye? Ya ahorita sí, perfecto. Voy a hablar más cerca del micro. Gracias. Entonces, para empezar hay que entender precisamente este encuentro, donde una de las herramientas importantes por parte de los españoles para poder hacer un entendimiento era a través de la religión. Alors la religion, c'est l'outil par lequel se fait cette rencontre. Tiene que hacer frases más cortitas, si no, no me acuerdo lo que ha dicho al principio. Perfecto, Mercedes. Esto permite, dado que somos un pueblo con muchísimo misticismo y con gran cosmogonía, que a través de esta herramienta podamos hacer un lenguaje de entendimiento entre los dos pueblos. C'est une culture pleine de mysticisme, si bien que cet outil est nécessaire pour que la rencontre se fasse. Esto nos lleva a que en el campo de la religión y de la cosmogonía, que finalmente es un campo donde se pueden intercambiar conceptos. La cosmogonie et le mysticisme, c'est un univers dans lequel on va échanger des concepts. Exacto. Por lo tanto, ahí es donde es mucho más fácil para todo mundo entenderse. Alors, c'est plus facile pour chacun de se comprendre, faisant des parallèles dans ces cosmogonies. En Mesoamérica existía un gran panteón en términos de dioses, y es gracias a esta situación que empezamos a encontrar una concordancia con las órdenes religiosas que llegan de España. En Mésoamérique, il existait un panthéon immense de divinités, et si bien qu'on commence à créer des concordances avec la religion qu'apportent les Espagnols. Hay que tomar en cuenta que las culturas en Mesoamérica establecen un año de 365 días antes de que se conforme el mundo gregoriano a través de este calendario. Les civilisations antérieures à la conquête espagnole avaient un calendrier. ¿De cuántos días ha dicho era el calendario? Actualmente 365 días. Aujourd'hui, c'est 365 jours, mais donc ces calendriers ont dû s'accorder avec le calendrier grégorien. Exactamente. Y que esto daba la posibilidad, dado que tenían una serie de ceremonias en determinados momentos del año, para poder conjuntar las opciones de conquista a través de la cuestión espiritual. Dans ce calendrier, il y avait des moments déterminés pour des célébrations, et donc on a fait en sorte de coordonner les différents calendriers. Es por eso que se celebra el 2 de noviembre, el 1 y 2 de noviembre, dado que en el calendario religioso es la fiesta de los santos difuntos. Dans le calendrier religieux chrétien, le 1er et le 2 novembre, c'est la fête des morts. La Toussaint, exactement. La Toussaint.
empezamos a buscar una convergencia donde ciertas ceremonias que corresponden a una época del año donde hay ciertos productos que pueden servir para determinadas ceremonias. Il y a une concordance entre la saisonnalité des produits et les célébrations qui ont lieu à un certain moment de l'année. Y aquí me da oportunidad de explicar que todo el arte se fundamenta, no en México, sino en todo el mundo, se fundamenta a partir de la biodiversidad. Et l'art, pas seulement à Mexico, mais dans le monde entier, prend racine, se base sur la biodiversité. Si nosotros tenemos palma en la región, podremos trabajar la palma. Si tenemos cactáceas, trabajaremos con cactáceas, pero nunca vamos a ver a un esquimal tejer con palma. Si dans une région il y a des palmiers, on va retrouver les palmiers dans les festivités. Si dans d'autres régions il y a des cactus, mis invitadas serían mejores traductoras que yo. Pues entonces, donc, on utiliserait plutôt des cactus. Donc, selon ce qu'on trouve dans une région, c'est ça qui va être déterminant. ¿Me explico? Perfectamente. Los esquimales no nada más no pueden tejer un sombrero de palma porque no hay palma, pero también hay que tomar en cuenta que no necesitan un sombrero de palma porque jamás van a tener el sol en el cenit. Les Esquimaux ne pourraient pas se fabriquer des sombreros avec de la palme. Mais c'est pas grave puisque le soleil ne va pas créer ce besoin. Donc voilà, on en revient toujours à le milieu est déterminant. Es determinante, pero sobre todo es el inicio de la correlación entre biodiversidad y cultura. Para poder tener cultura necesitamos una bioregión. C'est la corrélation entre la biodiversité et la culture. Pour qu'il y ait culture, il faut un environnement naturel. Y esto nos lleva a darnos cuenta que el arte popular finalmente es el abrevadero, es la base para poder hacer todo arte académico. L'art populaire, c'est la base, c'est l'abreuvoir de tout ce qui va découler de l'art académique. Tout commence avec l'art populaire. Por lo tanto, para hacer un pequeño resumen, es biodiversidad, arte popular, por lo tanto, arte académico. Y es un mestizaje y una correlación que no podemos olvidarnos jamás en la historia de la humanidad de ella. Vous avez compris, dans l'histoire de l'humanité, on ne peut pas oublier qu'il y a cette corrélation biodiversité, art populaire et art académique. Si comprendemos esto, entendemos por qué en la época de noviembre es cuando las comunidades mesoamericanas tenían cierto tipo de alimentación, cierto tipo de floración para poder ofrecer en sus ceremonias religiosas. Alors on comprend qu'au mois de novembre, les cultures mésoaméricaines disposaient de certains produits et de certaines fleurs qui entrent dans la composition de leurs cérémonies rituelles. Y eso nos da oportunidad a trabajar con, yo creo que el mayor tesoro que tenemos en la humanidad, que es el mestizaje cultural. Et le plus grand trésor que nous possédons, notre humanité, c'est le métissage culturel. Eso nos da oportunidad a entender la evolución del ser humano, pero nos da la posibilidad de entender que finalmente estamos todos en la misma dirección. Ça nous donne l'opportunité de comprendre l'évolution de l'espèce humaine et de comprendre qu'on va tous dans la même direction. Antes de entrar ya al sincretismo de las dos ceremonias,
tomemos en cuenta que para las culturas mesoamericanas la muerte era de vital importancia. Dans les cultures mésoaméricaines, la mort a une importance vitale. Había diferentes niveles en el inframundo, en lo que en la cultura prehispánica se llama el Mictlán. Mictlán, c'est le nom de l'au-delà des cultures préhispaniques. Et il y avait plusieurs niveaux dans ce Mictlán. ¿Lo digo bien? Perfectamente. Y ahí había diferentes niveles para cuando moría un guerrero, cuando moría una madre, cuando moría una persona en condiciones de agua, quiere decir en lluvias, inundaciones, y esto iba permitiendo un acercamiento a la perfección o a los dioses. Alors, dans le Mictlán, il y a différents niveaux. Et suivant qui meurt, il est destiné à un niveau différent. Un guerrier ira dans tel lieu, une mère ira dans un autre lieu. Si le défunt est mort dans des inondations ou dans des conditions météorologiques liées avec l'eau, il y a un lieu particulier qui lui est destiné. Et toujours, dans ces différents lieux, on se rapproche de la perfection des divinités. Esta correlación nos lleva a entender el paralelismo con la religión católica en el sentido de que hay un infierno, la tierra y el paraíso. Vous l'avez compris avec le geste, on a trouvé rapidement une corrélation avec le monde chrétien où on a également différents niveaux, l'enfer, le purgatoire et le paradis. En ese momento se juntan, por un lado, la festividad prehispánica con la festividad católica y empiezan las 13 órdenes que llegan a América a trabajar de una manera conjunta para poder hacer la catequesis. Les 13 ordres religieux qui arrivent au Mexique commencent à travailler de manière à créer un catéchisme co-construit, j'utilise un mot très à la mode comme ça, co-construit avec les cultures en place. De ahí es que tendremos en las ofrendas tradicionales en México siempre 3 niveles que especifican el inframundo o el Mictlán, la vida terrenal y la vida que aspira uno en el cielo o en el paraíso. Dans l'autel des morts traditionnel mexicain, on retrouve ces 3 niveaux, l'inframonde, l'au-delà, la vie terrestre et la vie céleste. Toujours ces 3 niveaux. En México hemos tenido la fortuna, pero por otro lado la osadía de decir que somos los que hablamos y jugamos y comemos con la muerte. Au Mexique, on a l'audace de dire nous sommes ceux qui joueront, qui mangeront avec la mort. Pero no podemos olvidarnos que en Europa hay 17 capelas dos osos, capillas de huesos. En Europe, il existe également 17 ossuaires que hay en diferentes países y que obviamente están adorando a la muerte. Et donc en Europe, nous aussi, quelque part, on adore la mort. Ahí tenemos ya 2 visiones diferentes. Por un lado, los que tienen un espacio reservado a la muerte y los que convivimos con la muerte permanentemente. Donc il y a une différence entre les cultures où on isole la mort dans un lieu précis et les cultures où, comme au Mexique si je comprends, on vit avec la mort en permanence. Sí. Y parte de esto es un asunto personal, pero parte de la celebración, yo creo es que porque finalmente se murió otro y nosotros seguimos en la tierra vivos.
Il y a une partie de la fête qu'on célèbre parce que nous, on est vivants et c'est les autres qui sont morts. Esto nos da ya una visión diferente de cómo atendemos las cuestiones. Y es por eso que el mexicano celebra con tanto entusiasmo a la muerte. C'est pour cette raison que le Mexicain célèbre avec enthousiasme la mort. También, por ejemplo, a mucha gente le sorprende que se hagan estos pequeños cráneos de azúcar y que nos comamos a los cráneos que traen inclusive nuestro nombre. Alors certains seront surpris qu'on fabrique au Mexique les petits crânes en sucre, comme vous les voyez là, qu'on les croque, et souvent ces crânes portent votre propre nom. Y aquí es donde empezamos ya a definir qué vamos a poner en los diferentes niveles de las ofrendas. Alors on va définir qu'est-ce qu'on va mettre dans ces différents niveaux de l'autel. Okay. En el primer nivel, normalmente se ponen los elementos de la cocina mexicana que le gustaban al familiar o a la persona que le estamos dedicando la ofrenda. Au premier niveau, on va mettre la nourriture, particulièrement la nourriture qui était appréciée du défunt auquel on dédie l'autel. En el segundo nivel, ponemos normalmente lo que nosotros le queremos ofrecer, independientemente de que le gustara o no a la persona que estamos celebrando la ofrenda. Au deuxième niveau, on va déposer des objets que nous voulons offrir aux défunts. C'est de notre part. Y finalmente, en el tercer nivel, ponemos algunas fotografías y algunos recuerdos de esta persona, dado que ya estaremos en el nivel más alto, y esto nos permite terminar con esta ofrenda. Et au troisième niveau, on va placer les photographies du ou des défunts et leurs objets personnels, puisque eux sont déjà dans ce troisième niveau céleste. Esto es en una forma teórica, porque no somos tan ortodoxos ni tan cuadrados como para poder decir no pasa de un nivel al otro. Aquí hay muchísima libertad y cada quien determina qué quiere poner en qué nivel, pero habría un orden en principio y posteriormente cada quien hace lo que quiere. Ça, c'est l'ordre théorique. Ensuite, les Mexicains ne sont pas carrés, ils ne sont pas si orthodoxes, donc chacun a la liberté de changer les objets d'étage. ¿Dónde ponemos las ofrendas? Se pueden poner desde en la calle, en las casas, se pueden poner en espacios públicos, como es el caso de un cementerio, o se pueden poner hoy en día desde las estaciones del metro hasta en locales de sindicatos. Alors, où est-ce qu'on va placer cet autel qui commémore les défunts? On peut les placer dans la rue, dans la maison, dans des lieux publics. Y el último lugar donde se pone es en el metro o inclusive en las sedes sindicales. Vous en trouverez également dans les stations de métro et dans les bureaux des syndicats. Y aquí aprovechamos para jugar, para burlarnos o para desear ciertas cosas. Et puis, bien sûr, il y a tout un aspect de moquerie, de satire, et on va profiter de cette occasion pour burlarse, se moquer, rigoler. Y existe uno de los movimientos más importantes, que es precisamente la visita a los panteones, donde uno le lleva la alimentación, la música, lo que quería el familiar, y es donde se hacen las grandes fiestas y que han cobrado fama a nivel internacional. Et bien sûr, on va rendre visite dans le cimetière, honorer les tombes avec de la nourriture, de la musique, et c'est là qu'on va vraiment faire la fête, et ces fêtes sont devenues célèbres et fameuses, même au niveau international.
En el cementerio de Mixquic, al sur de la Ciudad de México, se juntan muchísimas familias que le llevan a sus muertos una ofrenda, pero que también llevan música, y por otro lado se les prenden velas para poder alumbrar el camino de todos estos familiares que llegan a su lugar de origen, de donde partieron hacia un mundo del más allá. Dans les cimetières de Mixquic, on fait la fête, on amène la musique, la nourriture sur les tombes et on allume des bougies pour créer un chemin lumineux qui permette aux vivants et aux morts de retrouver leur chemin. Y aquí entramos en temas específicos ya de ciertos elementos. Alors maintenant, on va aller dans les détails spécifiques. La flor de cempasúchil, que es una flor muy típica de esta época. Alors, la fleur de cempasúchil, en français, on l'a cherché dans le dictionnaire, c'est la fleur de tagette. On en a dans notre jardin. Elle est orange. Puis vous l'avez vue sur notre hôtel des morts en entrant. La fleur de cempasúchil. Y es una flor de origen asiático. Celle que nous on a ici, c'est pas exactement la même fleur. Le cempasúchil, c'est vraiment beaucoup plus grand. Oui. Et beaucoup plus volumineux au niveau de pétales, des quantités de pétales. Nuestra invitada nos está diciendo, j'explique à Monsieur Posterly que sur notre hôtel, nous avons bien les fleurs, que en nuestro altar tenemos las flores, pero que no son lo suficientemente grandes. Donc, on a fait avec les fleurs qui poussent en Suisse, bien sûr. Mais c'est pas exactement. C'est bien ça, c'est difficile. Como dice, la biodiversidad es determinante. Malheureusement, on n'a pas la même biodiversité qu'au Mexique. Entonces, la flor de cempasúchil. Sí, pero el origen de esta flor es asiático y hoy, tristemente, se compra muchas veces, que eso es un problema a nivel mundial, globalizado, como se dice actualmente, porque las semillas vienen muchas veces de mercados chinos. Donc c'est une fleur d'origine chinoise, et puis avec la globalisation, on l'achète en grande quantité, et l'origine de la semence vient souvent de Chine. Y el olor de la planta del cempasúchil era también una forma de enseñar el camino para que las ánimas, los muertos, pudieran llegar fácilmente a sus lugares de origen, sus tumbas. Et l'odeur de cette fleur, c'est également pour marquer le chemin, pour que les âmes puissent retrouver le chemin jusqu'à leur tombe. Entonces, con estos elementos vamos viendo que se van construyendo diferentes partes de la ofrenda y al mismo tiempo se van uniendo ciertas tradiciones culinarias con el viejo continente. Alors, on va observer comment les traditions culinaires du vieux continent viennent se greffer avec les traditions nouvelles. El oficio de alfeñique, le métier de alfeñique, c'est un mot qui n'existe pas en français. No, es una técnica árabe, el mismo nombre de alfeñique es árabe. C'est une technique arabe. Que llega de los omeyas a España. Qui arrive des Omeyas jusqu'en Espagne. Y de España a América. Et d'Espagne en Amérique. ¿Sí? Y así tenemos toda una gran tradición, otra vez, de este maravilloso mestizaje cultural entre los países árabes, Europa y Mesoamérica. Donc, à nouveau, un bel exemple de métissage culturel, une tradition qui vient des pays arabes, qui arrive en Espagne, qui voyage de l'autre côté de l'océan pour fabriquer donc les petites têtes en sucre. Alfeñique es el que fabrica las calaveras de azúcar. Es el oficio para hacer las calaveras de azúcar. C'est le nom du métier. C'est un métier à part entière de fabriquer ces calaveritas.
Y uno de los platos típicos para la época de muertos es la calabaza en tacha. En tacha, ¿cómo se diría eso? Ahorita te digo qué es el tacha. Donc, une des traditions culinaires pour cette période, c'est la courge, mais sucrée. Sí. Se azucara la calabaza con piloncillo, que es el Avec des primer pignons. estado. Sí. Piloncillo es el primer estado de la caña del jugo de caña de azúcar. C'est un sucre spécial de la canne à sucre. Sucre brut, c'est le sucre brut. Y se llama calabaza en tacha porque se les llamaban tachos a los casos de cobre. Et elle s'appelle calabaza en tacha, courge en tacha, parce que tacha, c'était le nom des casseroles de cuivre qui servaient à les faire. Y este mestizaje culinario empieza precisamente a hacer esta riqueza entre países árabes, españoles y mesoamericanos. Donc c'est la richesse du métissage culturel, justement, voyage des pays arabes par l'Espagne jusque dans les cultures mésoaméricaines. Y que hoy en día seguimos conservando este mestizaje y disfrutando estos platos que seguramente Nuria, Carolina y Gabriela les van a dar en sus restaurantes preferidos. On continue aujourd'hui à apprécier ces plats traditionnels typiques qui sont issus de ce métissage. Et puis peut-être que tout à l'heure, on pourra goûter quelque chose comme ça. Y aquí entraría un poco y les pediría si pueden meter algunas de las imágenes que envié, es empezar a hablar de lo que hace el Museo de Arte Popular. On nous a envoyé des images et M. Bosterly va nous présenter qu'est-ce qu'il fait dans son musée d'art populaire à Mexico. Ahora mismo las ponemos. Sí. Tenemos en la Ciudad de México, dado que iglesias, familias, grupos están constantemente haciendo las ofrendas, tenemos alrededor de 2,000 ofrendas para visitar, abiertas al público durante estos días. Il y a à peu près 2000 hôtels, hôtels des morts, dans la ville de Mexico, qui sont publics, qu'on peut aller visiter, qui sont faits par tout un tas de personnes engagées. Por lo tanto, el Museo de Arte Popular siempre hace una ofrenda sui generis. Alors, le musée d'art populaire, lui, se doit de faire une offrande, un hôtel, sui generis, comme original, comme eux seuls le font, comme nulle part ailleurs. ¿Sí? Si quieren, pueden pasar diferentes fotografías de esta ofrenda. Alors, on va vous montrer différentes photographies de cet hôtel des morts, de cette offrande aux morts. ¿Sí? Que este esqueleto está hecho con pasta de almendra, con pâte de amande. Le squelette est fabriqué à base de massepain. Y nosotros aquí en el museo, después de que terminó la ofrenda, se le dio a comer al público el esqueleto en pasta de almendra. Donc une fois que la cérémonie est terminée, que l'offrande arrive à son terme, le public du musée mange l'offrande, mange le squelette. Ustedes pueden ver también en las fotografías una serie de panes que son tradicionalmente el pan, lo que llamamos nosotros el pan de muerto. Voici le pain des morts. Que es un pan que se come exclusivamente en los meses de octubre y noviembre. C'est un pain qu'on déguste exclusivement à cette période de l'année, entre octobre et novembre. Y que la forma tan especial que tiene, ustedes esas pequeñas bolas que ven encima del pan. Le pain a une forme très particulière. Vous voyez qu'il y a comme des boules sur le pain.
y que son la representación de los huesos. Et ça représente les os, les ossements. Estas bolas son las preferidas de los niños porque son las que más azúcar traen normalmente. Et ça, c'est la partie du pain que les enfants préfèrent parce que c'est là qu'il y a le plus de sucre. Y aquí les voy a platicar una anécdota muy simpática que me pasó a mí. On va vous raconter une anecdote sympathique qui vient de lui arriver. Mis padres murieron muy jóvenes y estábamos un día con la única nieta que conoció a mi madre. Alors, ses parents sont décédés très jeunes. Et puis un jour, il se trouvait avec l'unique petite fille que ses parents ont eu l'opportunité de connaître. Mi madre seguía mucho las tradiciones y las costumbres mexicanas. Ma mère était très attachée aux traditions et aux coutumes mexicaines. Y un día, en el Día de Muertos, le ofrece mi madre a mi sobrina y le dice: Daniela, ¿quieres pan de muerto? Et un jour, elle offre à sa nièce un pain de mort. Elle lui dit: est-ce que tu veux goûter? Est-ce que tu veux un peu de pain de mort? Y la niña, que tenía 3 años, La petite fille avait 3 ans. voltea a ver a mi madre sorprendida y le dice: no, tata, yo soy vegetariana. Vous avez compris, la petite fille qui avait 3 ans dit: mais non, mais moi je suis végétarienne. A ese nivel de profundidad tienen las costumbres y las tradiciones mexicanas. Donc les traditions, les coutumes mexicaines sont ancrées de manière très très profonde. Est-ce que je peux juste vite Bien sûr. Pardon, Nuestras invitadas quieren intervenir para dialogar con usted, Nuria. Sí, lo digo Tienes la palabra. rapidísimo en español y luego lo traduzco. Así, porque es que justamente cuando estaba hablando usted del pan de muertos, pensé, perdón, yo estudié literatura y en toda la parte de lingüística analizábamos muchas frases mexicanas que solo existen en mexicano, y una de esas es cómo analizar lingüísticamente el pan de muertos, porque si lo analizamos literalmente es pan de muertos, y eso es canibalismo. Entonces hay como toda una estructura lingüística justo para poder analizar ese tipo de figuras en nuestras expresiones mexicanas, ¿no? Entonces, retomando lo de la biodiversidad con un aspecto puramente del lenguaje, a mí me impresiona mucho cómo nuestro mexicano transforma la lengua española también en muchos, como cada regionalismo, por supuesto, pero en esta actividad constante, ¿no? Incluso podría luego usted, si quiere, hablar también de las calaveritas que se escriben durante el Día de Muertos, ¿no? Durante la fiesta de muertos. Entonces, lo traduzco rapidísimo para los demás. C'est qu'il y a des figures au niveau linguistique qui existent uniquement en mexicain, en espagnol, qu'on parle au Mexique. Donc, le pan de muertos, c'est quelque chose que si on analyse de manière très stricte au niveau grammatical, ça veut dire le pain des morts, littéralement. Et donc, ça revient en cannibalisme. Et du coup, il y a des figures qui sont nommées de la linguistique de la langue espagnole parlée au Mexique, qui n'existent qu'au mexicain, et qui ressemblent, ces genres de figures, dans un seul nom. Donc c'est comme si c'était juste un substantif, un seul mot, juste le pain. Donc est-ce que tu veux du pain de muertos? Et puis voilà. C'était justement ça, pour mettre en lien avec la biodiversité et comment les différentes manières de s'approprier une langue, une manière de dire le monde, ça transforme aussi la langue elle-même et tout le reste. Voilà, pardon, ya me callo. Gracias. gracias, Vamos a muy ser bien. caníbalos hoy porque vamos a comer pan de muertos, ¿eh? Muy bien. Manger le pan de mort après. Y si vamos pasando las imágenes y pasamos a la siguiente ofrenda, Alors, on continue à observer l'offrande qui est exposée en ce moment même à Mexico, au Musée des Arts Populaires. Voilà, les la tous douce mort morts, petite fille. et bien enfant. Esta es precisamente la ofrenda que presentamos el año pasado. C'est l'offrande qu'on a présentée l'an dernier au musée. Es una técnica de alfeñique.
C'est une technique spécifique de Alfeñique. Y la trabajamos con José Ignacio, Elle a été travaillée avec José Ignacio. que es un especialista en esta técnica. C'est un spécialiste de cette technique. Inclusive la semana pasada viene de ganar el primer lugar D'ailleurs, il a gagné un prix la semaine dernière sobre la innovación en técnicas del alfeñique. Donc c'est un prix sur l'innovation dans la technique du sucre de Alfeñique. El tema de la muerte niña Le thème de la mort fillette es una costumbre de principios del siglo pasado c'est une coutume du début du siècle dernier, cuando morían los niños antes de los 10 años, quand les enfants mouraient avant d'avoir 10 ans, por lo tanto eran inocentes. ils étaient innocents. Las familias que tenían un nivel socioeconómico alto Les familles qui avaient des moyens économiques élevés hacían todo un escenario y un vestuario para poder pintar a su hijo o a la niña que había muerto y hacer un pequeño retablo con esa pintura. ils faisaient une mise en scène et des peintures pour représenter leur enfant décédé. La gente que no tenía medios económicos Les familles qui n'avaient pas les mêmes moyens économiques, acudían con un fotógrafo eux allaient chercher un photographe. que tenía ya preparado un escenario, Il y avait déjà une scène qui était préparée. ponían el cuerpo del niño y se tomaba la fotografía. Alors on mettait le corps de l'enfant sur cette scène et on faisait la photographie. Y era la manera de conservar de una forma cariñosa, simple, a un ser querido que se había ido inocentemente a lo que antes era el limbo. C'était une manière pleine de tendresse de garder un souvenir d'une personne morte innocente, comme dans les temps anciens on disait que ces innocents allaient au limbe. Voilà. Si pueden pasar otras imágenes, Mercedes. On doit encore passer une image. Lo que hizo José Ignacio fue reproducir esas fotografías en alfeñique, en trabajo de azúcar. Alors ce que José Ignacio a fait ici, c'est justement se remémorer, reproduire ces scènes, ces photographies d'enfants morts, mais avec la technique de sucre de Alfeñique. Entonces, esto nos da oportunidad precisamente de presentar con los elementos tradicionales una propuesta contemporánea, pero sobre todo una propuesta que va evolucionando con el arte popular. C'est ce qui nous... Voilà une opportunité de montrer une œuvre contemporaine, une interprétation contemporaine avec des techniques traditionnelles. Y es por esto que el Museo de Arte Popular, el miércoles pasado, inauguramos una gran ofrenda en colaboración con Jean-Paul Gaultier. No me diga. Donc au musée d'art populaire à Mexico, ils ont inauguré mercredi dernier une offrande, un hôtel des morts, avec Jean-Paul Gaultier. Sí, fue una participación conjunta y donde precisamente Jean-Paul Gaultier está muy impresionado de cómo trata el mexicano la muerte. Jean-Paul Gaultier était très impressionné par la manière dont les Mexicains traitent avec la mort. Y hicimos precisamente una propuesta sui generis para presentar esqueletos en carrizo. Donc on a fait conjointement une proposition originale, unique, avec des squelettes. Y que eso va abriéndonos un poquito la oportunidad a poder
guardar las tradiciones, pero mantener al mismo tiempo la creatividad y un mestizaje contemporáneo. Ce qu'on veut, c'est maintenir les traditions, mais avec de la créativité, de la contemporanéité et toujours un métissage culturel. Pues, creo que parte de la obligación de un museo es abrir sus puertas y buscar opciones dentro de los límites de los museos. C'est le devoir des musées d'ouvrir ses portes et de chercher des opportunités. Y eso precisamente es lo que tenemos como meta en el Museo de Arte Popular. C'est le but du musée d'art populaire. También es nuestra meta et c'est aussi notre but ici à l'Alimentarium, bien sûr. Muchas gracias. Yo creo que precisamente Nuria, Catalina y Gabriela deben de estar inmersas en esta tradición culinaria mexicana y al mismo tiempo compartiendo con los conceptos de 0 kilómetro, de producto de proximidad y productos que se dan en las regiones donde ellas trabajan y viven, y ofrecerle al público suizo precisamente una posibilidad de probar este mestizaje en territorio suizo, mezclando con la biodiversidad suiza. Alors, M. Pasterly souligne que nos invités ont le mérite de perpétuer une tradition tout en devant, par contrainte, la métisser avec ce qu'elles trouvent dans la biodiversité de leur environnement actuel. C'est tout leur mérite et on les remercie beaucoup. Esto precisamente Walter, es excuse-moi. lo que yo... Oui. Justement, je propose qu'on passe la parole à nos autres invités, puisqu'elles sont là pour parler de la façon dont elles vivent la tradition du Dia de los Muertos en Suisse. Donc, c'est exactement dans la thématique de là où tu en étais, en fait, dans ta présentation. Est-ce que ça te va si je leur passe la parole maintenant? Tu veux conclure? Oui, bien sûr, pas de problème. Ok. Oui, pas de problème. Super. Alors, donc je propose que chacune d'entre vous... d'abord, Walter, merci beaucoup. On continue la conversation, hein, c'est pas terminé, bien sûr. Je propose que chacune d'entre vous se présente un peu et raconte son trajet de vie, si c'est pas trop intime, vous demandez, et comment vous vivez vos racines mexicaines en Suisse, ce que signifie le Dia de los Muertos pour vous. Noya, tu veux commencer? Carolina? Okay. Bonjour à tous, je suis Carolina Ángeles, je suis mexicaine bien sûr, j'habite ici depuis presque 10 ans, en arrière que je suis ici en Suisse, et pour moi et pour ma famille, c'est la fête de mort. C'est une fête très, très importante parce qu'on a déjà gardé beaucoup de souvenirs de personnes de la famille qui ont décédé et après. Ici, comme nous sommes loin du Mexique, c'est très compliqué avoir les souvenirs et c'est une façon de, encore une fois, chaque année, mettre l'hôtel pour mettre les photos et se souvenir de personnes de la famille qui ont décédé. Non? Par exemple, pour nous, la fête commence au début du mois d'octobre. On prépare toutes les choses qu'on va mettre à l'hôtel. On prépare à manger, on fait les pains de mort, on fait les moles, on prépare les chocolats et toutes les choses que les personnes que nous voulons avoir là et on met dans l'hôtel. Après, on prépare les calaveritas littéraires, que c'est une poésie, un poème que c'est très traditionnel au Mexique, pour rigoler de la mort, que c'est aussi très important dans ma famille parce que ma fille et moi, on écrit toujours
Et on dit, cette année, on va faire la calaverita pour les grands-pères ou pour la grand-mère. C'est très amusant aussi parce que c'est une façon de rire et de dire, ah, je suis triste pour la grand-mère qui est décédée, mais en même temps, je me rappelle de certaines choses d'elle. Et après les jours de mort, on laisse, par exemple, à Bordeaux, les choses que chaque personne aimait. Et vraiment, pour nous pensons qu'ils vont revenir boire les choses, boire de l'eau, boire le chocolat, ou manger les moles. Pour ça, le lendemain des jours de mort, on ne va pas manger ça, on ne va pas boire ça, parce que c'est l'âme de toutes les personnes de la famille qui vont prendre tout ça. On ne va pas prendre les choses que l'âme va prendre. Pour nous, c'est vraiment une fête très forte, très traditionnelle. Et écrire toutes les poésies, tous les poèmes, c'est une façon de faire la connexion. Et toutes les années, on fait ça et vraiment, ça va passer parce que maintenant, ma fille qui habite on peut dire loin en Espagne, elle habite déjà seule. Elle fait encore la fête à la maison. Alors, la fête continue. Parce que pour nous, en général, nous les Mexicains, nous n'oublions pas les personnes. Ils restent toujours dans l'hôtel. Et même si l'hôtel n'est pas là, on garde quelques petites choses comme la photo. Et c'est le grand souvenir. Et jamais va passer. Pour ça, c'est très important pour nous. Oui, et les calaveritas. Oui, c'est très joli écrire. Aussi, pour mes enfants, c'est bon pour, encore une fois, se rappeler de l'espagnol, de l'humour mexicain, ¿no? On a une chose spéciale pour la fête de mort, ¿no? Pour la cuisine, c'est toi que tu peux nous dire plus de la cuisine, ¿no? Et merci, je vais passer les paroles à ma copine. Je dois préciser quelque chose? Non. Allô? Ouais, bonjour, je m'appelle Gabriela Castellanos, je suis chef de cuisine, copropriétaire avec mon mari du restaurant El Catherine à Genève. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une maison de tradition oaxaqueña, vraiment de faire l'hôtel chaque année, qu'on prépare, on fait les marchés, on va chercher les fruits, on va chercher les fleurs, on met les copales, tout pour recevoir nos êtres chers. Donc j'ai grandi en train de voir ça. Et après, quand j'arrivais en Suisse en 2015, ma dernière fête de mort, c'était en 2014. Donc c'est quand je suis arrivée, ma première année sans cette tradition, c'était vraiment comme, il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc, au restaurant et dans le travail que je fais, je me sens vraiment engagée de transmettre cette tradition aux gens, à mes clients, aux gens qui viennent au restaurant, aux gens qui me connaissent. J'essaie de faire le pan de muerto traditionnel mexicain, mais pour moi, c'est mon attachement surtout avec Oaxaca. Faire mi pan de muerto oaxaqueño, faire mi calabaza en tacha façon oaxaqueña, tout mole oaxaqueño, que hay certaines personnes qui ont la chance de goûter. Donc, toute cette tradition, c'est vraiment un truc que je tiens beaucoup à transmettre aux gens. Donc, ça me fait plaisir. J'ai dit que je me sens ambassadrice de la culture parce que j'ai une petite de 5 ans et je me sens vraiment avec la responsabilité de les transmettre mes traditions, qu'elle ne perd pas les traditions avec lesquelles j'ai grandi, que je remercie à l'univers que Disney a fait Coco, parce que vraiment peut-être c'est un truc commercial et tout ça, mais
vous imaginez pas quoi signifie pour mère loin de notre pays d'avoir ça, qu'au moins ils vont avoir l'intérêt ou la curiosité de s'approcher à notre culture grâce à un film. Donc ça c'est vraiment génial. Peut-être il y a des gens qui vont dire c'est Disney. Non, voilà. Mais moi, de mon côté, moi, je reconnais parce que c'est vrai que ça aide la curiosité de ma fille, que maintenant elle met l'hôtel avec nous, qu'elle met la photo de son grand-père, que voilà, que toute cette tradition continue. Et moi, je m'en doute pas que je vais continuer ça avec ma famille. J'ai eu le plaisir de partager avec les gens en télé aussi de ce que je fais, comment je fais mon hôtel à la maison. Et voilà, au restaurant, moi, je fais tamales de mole oaxaqueño, je fais pan de muerto et tout ça, que je vais continuer à faire ça parce que je veux que notre tradition continue ici en Suisse. Merci beaucoup. Bon, salut. Merci encore pour l'invitation. Pour ça, c'est vraiment une très jolie, une très bonne opportunité pour se rassembler aussi entre nous. Et merci aussi à Walter de Mexique por toda el bonito recorrido de esta tradición en el que no tenemos mucha oportunidad de detenernos. En realidad lo vivimos y hay poca réflexion. Je dis qu'on n'a pas énormément d'opportunités dans notre vie pour s'arrêter et réfléchir à l'origine de cette tradition qui nous est très très chère, de manière très différente. Donc moi, en vous écoutant les deux et en réfléchissant à tout ce que Walter a dit, je me rends compte qu'en fait, on s'approprie ses propres traditions selon les besoins qu'on a et selon les capacités qu'on a aussi. C'est-à-dire, toi, à travers la cuisine, parce que c'est vraiment ton art, c'est ce que toi tu fais, c'est à ça que tu dédies ta vie. Toi, plutôt d'une manière plus traditionnelle à la famille, la fête, la festivité, les rituels et tout. Et moi, bah, je suis une fille d'étrangers, d'émigrés. Je suis née au Mexique d'une mère espagnole et un père libanais. Et tout d'un coup, bah, moi, j'ai dû m'approprier d'une tradition qui m'entourait. Comme j'ai pu, à la maison, il n'y avait pas de fête des morts, il n'y avait rien. On mangeait espagnol et libanais et c'était fini. Point barre. Et puis quand j'étais adolescente, bah, j'ai commencé vraiment à découvrir. Ma mère, elle raconte que quand j'étais petite, j'ai crié en dehors de l'école, qui c'est qui m'invite à manger? Qui c'est qui m'invite? Mais tout le monde elle disait, non mais ils vont croire qu'on ne donne pas à manger à la maison. Moi, j'avais juste envie de manger mexicain, en fait. J'adore la nourriture mexicaine depuis que j'étais hyper petite. Et à la maison, on ne mangeait jamais. Et du coup, la fête des morts, je me souviens, justement, pendant l'adolescence, j'avais 15 ans. C'était la première fois que j'ai décidé de faire un hôtel des morts à la maison. Et c'était ma manière de m'approprier une culture qui était la mienne. Parce que moi, j'ai quand même grandi là-bas, je suis née là-bas. Et c'est ma culture. Mais d'une manière très... en faisant honneur au syncrétisme dont vous nous parlez avant, ¿no? Haciendo honor a este sincretismo, justamente. Et ensuite, j'ai quitté le Mexique il y a bien longtemps, en 2006, et j'ai fait moi-même tout un trajet de migration. Donc, j'ai fait des études en théâtre, en littérature, j'ai fait un doctorat en littérature, philosophie et art visuel. Je suis partie de Barcelone à Berlin, Londres, Hollande, etc. Et puis j'ai fini en Suisse, presque par hasard, et ça fait 9 ans. Et c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps depuis que j'ai quitté mon pays, à l'âge adulte en fait. Et là je me sens suisse, mais pas tout à fait. il y a beaucoup de choses que voilà. Et du coup, pour parler de cette biodiversité, comment on s'approprie un rituel qui est le nôtre finalement, dans un pays qui est loin de chez nous, et loin par rapport à 10 000 choses, pas seulement au niveau géographique, mais aussi dans les codes sociaux, dans la manière de parler, dans la manière la manière de se relier. Donc moi, j'ose plus du tout toucher les gens parce qu'on me regardait bizarrement, et moi je suis très tactile, donc du coup il a fallu apprendre que ça se fait pas en Suisse, il faut pas faire ça. Et puis il y a beaucoup de choses qui transforment notre manière de nous dire nous-mêmes et de dire l'entourage. Et alors les
l'hôtel des morts que je fais avec ma fille aussi, c'est effectivement une manière tellement incroyable de partager qui on est pour des enfants qui sont nés là. Moi, mon grand conflit, parce que je suis écrivaine à la base, et mon grand conflit de poésie, et mon grand conflit quand j'étais enceinte, c'était de réfléchir, oui, je vais lui parler espagnol, mais sa langue va être le français. Parce qu'elle va grandir dans un milieu francophone. Et même si je lui parle en espagnol, elle va être à l'école, elle va aller à l'école, elle va parler avec ses copains, ses copines, tout va être en français. Et oui, l'espagnol, elle comprend tout, elle parle, mais elle me répond en français, hein, tout le temps. Et du coup... Les parents de Inaya sont attendus à l'accueil. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à écrire en français, justement, à partir de quand j'étais enceinte, justement pour me dire, je fais un pas vers toi, non, pour dire à ma fille, je fais un pas vers toi, je fais un pas vers ta langue, vers ce qui va être ta langue, et comme ça, tu feras des pas vers moi. Et les pas qu'elle fait vers moi, c'est faire l'hôtel des morts. Et là, on se met, parce qu'il n'y a pas de cempasúchil, justement, donc on fait les fleurs avec papel crêpé, comme on a appris à les faire à l'école, qui c'est pas évidemment la même chose, mais papel crêpé, il y a ici, c'est le, comment ça s'appelle? Crépon. Les crépons. Et puis il y a des techniques, hein, donc on coupe, on fait des longues tiras. Oui, mais comment on dit tiras? Des longues bandes, merci beaucoup. Et puis on étire les bords supérieurs et puis on commence à enrouler, puis ça fait des très jolies fleurs. Et on fait ça, on utilise ça pour faire le cempasúchil, le terciopelo, etc. On fait le pan de muertos qui est évidemment pas si bon que le tien, c'est sûr, mais bon, ça ressemble à quelque chose. Ça a l'air de ressembler à quelque chose. L'important c'est de garder la tradition, c'est ça. C'est ça. Et pour moi, c'est rigolo quand tu as parlé de coco, ça m'a fait wouh, parce que je suis de l'autre équipe, justement. Oui. Je trouve que c'est très important. Mais ça me fait très plaisir d'avoir l'occasion d'être ici à une table ronde, à dire, on continue, comme vous disiez tout à l'heure, les syncrétismes, à rendre contemporain une fête qui est traditionnelle. Mais il y a des grands questionnements pour moi qui passent par l'identité et par l'intégration, et jusqu'à quel point on va intégrer, jusqu'à quel point intégrer et normaliser. Et moi, je trouve qu'il faut s'éloigner de la normalisation. Il faut garder les différences, il faut continuer à être différent, parce que c'est ce qui nous rend uniques aussi, et c'est ce qui nous permet les échanges. Donc, faire des pas vers l'autre pour le normaliser, l'appréhender, le rendre notre possession, ça c'est vraiment non. Pour moi, c'est juste pas possible. Pour moi, la fête des morts, justement, c'est aussi une manière de rendre hommage à l'infini qu'il y a, à l'infini prochain qu'il y a entre nous et les morts. Parce que la mort, ça va être de toute manière une expérience de tout vivant, de toute manière, mais il y a l'infini prochain qui nous sépare encore de ça, qui est le mystère, c'est le mystère. Et pour moi, c'est là où il faut toujours garder la différence et la distance, pour qu'on puisse continuer à fêter la différence et qu'on arrête de tout vouloir normaliser, de tout vouloir être tous pareils. C'est pas possible et il n'y a pas de sens. Et voilà, je me tais. Merci. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était vraiment des beaux témoignages. Et puis, ce que j'aime beaucoup, à la fois dans vos récits, puis dans ce que nous disait Walter sur ce qui se passe au Museo dell'Arte Popolare, c'est que, en fait, c'est les traditions. Moi, je suis ethnologue de formation, donc c'est ma base de travail. On pense que c'est des choses qui doivent rester immuables, et en fait, quand on les vit, on est toujours en train de les faire changer. Et ce que j'aime beaucoup dans la démarche de Walter au Museo là-bas, c'est de dire, nous, on fait la tradition, mais on l'a fait d'une façon totalement différente, parce qu'on ne veut pas faire comme tout le monde. Puis vous, en fait, vous êtes obligés de faire un peu différemment, parce que j'imagine qu'ici, vous n'avez pas, parce que tu disais, avec les fleurs, il n'y a pas les fleurs, on fait des trucs en papier crépon, on s'adapte. J'imagine que, Gabriella, tu as aussi des problèmes avec trouver les ingrédients qu'il faut pour faire tes recettes.
toi, Carolina, tu es venue avec le loto des morts. Je ne sais pas si tu as trouvé tout ça ici. Non, tu ne pouvais pas. Mais donc, ça c'est quelque chose qui est vraiment, nous relie tous en fait. On est tous dans des traditions qu'on essaie de faire perdurer tout en essayant de négocier des changements. Et Walter, je voulais te demander comment ça se passe, comment c'est interprété ou accepté à Mexico votre ofrenda totalement sui generis, comme tu disais tout à l'heure. Bon, c'est bizarre, il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, il y a beaucoup de gens qui la détestent, mais c'est comme toujours, on ne peut pas donner un goût pour tout le monde, mais je crois que les gens commencent à comprendre que la tradition, c'est une chose, que la conception et la présentation d'une vision complètement contemporaine, c'est différent, mais qu'en même temps, comme on utilise les mêmes matières, les mêmes éléments pour faire les hauteurs des morts, qu'il y a toujours cette synchronie et ce mestissage en manière de remerciement avec, pour Nuria, Gabriela et Catalina. Eux, ils offrent une gastronomie suisse-mexicaine, mexicaine-suisse. Et ici, les choses qu'on fait, c'est présenter des hôtels de mort différents, mais qui toujours ressemblent, utilisent et parlent de la même tradition préhispanique, de Mésoamérique, et que, si bien le métissage c'est quelque chose d'important, on toujours utilise les mêmes éléments préhispaniques. Alors, comme chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a des gens à faveur, il y a des gens en contre, mais je crois que maintenant, les gens commencent à accepter que l'art populaire, c'est une condition d'évolution, d'adaptation, mais surtout de comprendre la tradition avec une façon différente et une façon du XXe siècle. Gabriela, est-ce que toi, tu as dû adapter tes recettes à ce que tu trouvais sur place? Comment tu gères ça? Bon, je n'ai pas adapté tout à fait les ingrédients, j'ai adapté de façon de présenter. Par exemple, à Oaxaca, on sert le mole negro avec poulet et riz blanc. Donc, quand j'ai commencé le restaurant, je me suis dit, ah ouais, je vais vendre mon mollet comme je suis habituée. Et donc, non, ça n'a pas marché. Et donc, du coup, j'ai dit, non, mais c'est pas possible que je ne vais pas vendre du mollet dans mon restaurant. Et donc, j'ai dit, bon, je vais essayer. Et un jour, j'appelle enmoladas. Et du coup, ça se vend super bien, les gens adorent. Et moi, j'ai dit, un petit changement seulement de comment présenter, ça a tout changé. Et où je les vends, ça cartonne. Et c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est l'adaptation que j'ai faite. J'essaye de garder mes recettes telles quelles. C'est seulement la présentation aussi, mes tamales. Donc, pour les tamales, je sais que ça ne se sert pas avec crème, fromage, mais quand je les vends en takeaway, c'est comme ça, avec une petite sauce. Et c'est bon, et les gens adorent. Et moi, j'ai dit, bon, voilà, je m'adapte au goût des gens, qu'ils vont aimer, et ça reste toujours bon. La recette, elle est la même qu'au Mexique, comme je suis habituée à la préparer. Sauf que je fais des petits ajustements que peut-être, comme Walter l'a dit, ils vont trouver des aberrations culinarias. Mais pour moi, la base, elle reste la même, sauf que je m'adapte à mes clients, aux besoins des gens. Voilà. C'est comme ça que les traditions culinaires peuvent voyager. C'est ça. Grâce au métissage. Oui. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser à Walter ou Walter, l'inverse? Est-ce que tu as des questions pour les invités? Bon, je crois que peut-être le public a des questions. Oui, je vais proposer au public. Est-ce qu'il y a, dans le public, il y a des gens qui voudraient intervenir, poser une question, témoigner? Tout est possible. On est ici pour dialoguer. Oui, madame. Attendez le micro, parce que sinon on ne vous entend pas. Parlez bien. J'aurais pu m'adresser après à vous, mais j'aurais bien aimé le lien
avec les enfants, parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup de ce genre de vécu. Et là, j'ai vu une jolie présentation pour les aborder. Si je pouvais avoir le lien pour... ou si je peux l'obtenir, ce lien. De la muerte niña, de la ofrenda niña. Oui. Walter, vous êtes d'accord pour qu'on partage les photographies? Oui, oui, pas de problème. Oui, 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 bien sûr. Très bien, alors on fera Pas de ça. problème. Ah. Ok. Qu'est-ce que c'était le mollet? Donc le mollet, le nom le dit, bon, à la base de nahuatl, c'est, pardon mon nahuatl, mais c'est mouli qui vient de, littéralement la traduction c'est sauce, donc sauce, une sauce. Donc c'est dans le cas de mole negro que j'ai présenté, c'est une sauce à base de piment sec, des épices et d'autres ingrédients, des herbes. Que je disais que c'est l'exemple parfait de mestissage entre l'Espagne et le Mexique, parce qu'il y a des épices qui n'existaient pas au Mexique avant l'arrivée des Espagnols, donc c'est une sauce assez complexe, assez rituelle, parce que pour la préparer, ça ressemble à la famille, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'heures et beaucoup d'engagement pour le préparer. Donc, je parle du cas de mole negro. Il y a des mollets un peu plus rapides, mais dans le mole negro qu'on prépare pour la fête des morts, c'est un truc, comme je vous disais, c'est un truc presque rituel à préparer. Ah oui, donc traditionnellement, on les mange avec dinde, mais avec poulet pour les occasions courantes. mais la base de mole es mole con guajolote, donc avec dinde, donc voilà. Oui, ça prend beaucoup de temps et elle dit que oui, c'est un mélange parce que quand les Espagnols sont arrivés, ils ont mélangé juste avec le poulet et ça, mais au Mexique, il y avait déjà la viande. Et c'est pour ça que aussi elle mangeait, mais les Aztèques, par exemple, et toutes les cultures mangeaient sans de la viande, seulement les sauces. Et après, commençait le mélange avec les Espagnols, ils ont ajouté le poulet pour manger. Mais le début, c'était le molli, juste la sauce. Et depuis quelque temps, pas seulement les Espagnols, mais les Suisses ont incorporé aussi le chocolat. De différentes façons, c'est un élément très utilisé pour le mole au Mexique. Et après, il a été complètement utilisé et fabriqué par les Suisses et par les Belges et pour tous les Européens. Oui, le chocolat, tu peux ajouter aussi les bananes. Et beaucoup de choses, il y a beaucoup d'assortiments, hein? Tu ajoutes. Il y a beaucoup d'ingrédients qu'on peut, la liste elle est longue, non? Mais les bases, oui, j'ai présenté tout à l'heure que je disais que c'est la cannelle, c'est les amandes, il y a beaucoup des épices et des éléments dans les mollets. Que, par exemple, maintenant, il y a 2 années, je viens d'apprendre que quand j'habitais à Oaxaca, j'ai travaillé avec les cuisinières traditionnelles. Et donc, du coup, là, j'ai su qu'il y a certaines cuisinières qui ajoutent du gingembre au mollet noir. Et moi, j'étais comme, ah, quoi? Gingembre? Ben voilà, c'est comme, j'ai grandi aussi avec une mère cuisinière qui me disait, la cuisine, c'est comme les mathématiques, c'est infini. Donc c'est ça que oui, on peut être très puriste avec la cuisine, mais si on n'expérimente pas, si on joue un petit peu, on ne va jamais arriver aux génialités, non? C'est comme les grandes choses de la vie qu'on trouve par expérimentation. C'est vrai que, comme je vous disais avant, il y a des gens qui vont trouver un peu les aberrations culinaires, mais peut-être qu'on va trouver un truc encore meilleur, non?
Et le mollet du jour des morts, c'est un mollet particulier, mais il est offert aux morts ou il est consommé par les vivants ou les Oui, deux? bon, les deux, les deux. En fait, à Oaxaca, il y a le panthéon de Jojo, que c'est un panthéon qui est en dehors de la ville. Et donc, c'est super marrant parce qu'on vient dans le panthéon et on se met à côté de la tombe. Et là, on laisse une assiette de mollet pour les morts. Et à côté, il y a la casserole avec le mollet pour tout le monde. Et on est en train de dîner le mollet à côté avec un petit peu de mezcal. Et voilà, et c'est accompagné. Il y a la musique. Maintenant, c'est super vivant. Peut-être qu'il y a 15 ans, c'était pas pareil. Mais ça est devenu une grosse fête. Donc, c'est bon, attraction touristique quand même. Mais voilà, c'est comme ça. Et oui, on laisse l'assiette pour recevoir nos êtres chers, on laisse une assiette pour eux et le reste, bien sûr, on peut déguster nous. Pardon, parce qu'on dit qu'on ne peut pas manger l'assiette de mort, parce que c'est interdit, non? On laisse et n'importe pas qu'est-ce qui va passer, tu manges, mais à côté, pas les assiettes pour les morts. Et non plus de l'eau que tu laisses, tu ne peux pas toucher. C'est traditionnel, c'est la culture. C'est ce que tu crois, non? C'est comme respect pour les morts. Oui. Mais tout le monde mange le mollet quand même à la fin. Vous vouliez intervenir? Ouais, je veux juste je ne sais pas si il y a quelqu'un qui pourrait juste nous donner la chronologie des jours des morts, parce que c'est pas juste le 2. Je pense le zénith, c'est le 2. Mais les jours d'avant, il y a une chronologie, non? Qui touche aux enfants, non, aussi voilà. Je ne sais pas s'il y a un de vous qui... Si je me rappelle bien, le 1er novembre, on reçoit les Santos Inocentes. Donc, ça comprend les enfants et les âmes pures, qu'on dit, non? Donc, si je me rappelle bien, et les 2, on reçoit le reste. Mais le 1er novembre, on reçoit les innocents. Oui, les innocents, ça veut dire aussi les enfants non nés qui sont morts avant d'être nés, et les enfants qui sont nés. Et après les 2, c'est tous les adultes qui sont les morts, non? Ce sont 2 jours. C'est, je pense, que comme en Espagne, non? C'est ça. Et Walter, si j'ai bien compris, dans le calendrier aztèque, ce n'était pas du tout les mêmes dates de célébration? Non, c'était avant que la fête catholique, mais finalement, si on avait parlé assez sur le mestissage, finalement, c'est une situation de mettre en accordance la fête traditionnelle préhispanique avec la fête des morts catholiques, mais fait pas aucune différence. Sauf que tu disais que les offrandes étaient liées à la saisonnalité. Alors peut-être que les offrandes ont dû évoluer aussi au moment du changement de la date. Si, mais je crois que seulement pour 1 ou 2 jours, des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Pas des grandes choses d'un mois ou 2 mois. Je crois que c'est les produits qui existent à ce moment-là et les dates spécifiques qui viennent du calendrier religieux qui commencent à essayer de mélanger avec la tradition. Et si on les met un peu en force, si vous voulez, mais à la fin, c'est plus près la même chose. Non? D'accord. C'est, si vous voulez, Halloween. Halloween, tout le monde ici au Mexique déteste le Halloween. Finalement, c'est la même célébration qui vient d'un pays différent, de l'Angleterre, de l'Irlande, des États-Unis, mais qui à la fin, c'est la même célébration. C'est la célébration de la mort d'une façon différente. Et est-ce qu'il y a un syncrétisme entre Halloween et le Dia de los Muertos? Je dirais que c'est le truc de la vision de ce que signifie pour nous et pour eux. Donc, je pense que c'est surtout ça. Je crois que maintenant, dans les États-Unis, c'est beaucoup plus célébré le Dia de los Muertos que le Halloween.
je pense que, pardon, en revenant avec le film, je sais que c'est un sujet polémique, je le sais, mais c'est vrai que ça a tout changé. Parce que je me rappelle quand j'étais en école primaire, c'était Halloween, c'était pour les gringos, c'était pour les Américains. Et maintenant que je vois, bon, on a tout le monde aux réseaux sociaux, je vois Instagram et je vois toutes les gringas, super contentes de célébrer la fête des morts. Et je dis, waouh, c'est bien, non? Ça c'est super sympa. Aussi, je racontais l'histoire que quand j'ai fait l'école de cuisine au début des années 2000, ça fait longtemps. Et je parlais avec mes potes et je disais, tu sais, à Oaxaca, ma mère, elle met l'hôtel. Et je faisais les études à Puebla et les gens me disaient, quoi, hôtel? Non, mais il n'y a personne qui fait ça. Et moi, je disais, non, mais ma maison, elle sent le copal et on a les fruits, on a les fleurs, tout ça. Et tout le monde me disait, non, mais ça ne se fait plus, machin. Et vraiment, je vois à ce côté que c'est la préservation des traditions. Et maintenant, je vois que je mets les mains au feu, qu'il y a là le 60% des gens qui, dans son enfance, ils n'ont pas fait l'hôtel chez eux. Mais à partir d'un moment que tu vois que ça existe, que ça c'est populaire et que tu dis, tu le reprends, ça c'est super important pour moi, que j'ai dit, hey, c'est pour ça que j'ai applaudi le film, parce que j'ai dit, maintenant, il y a la curiosité, il y a les gens qui veulent découvrir, il y a les gens qui veulent le faire. Et moi, j'ai dit, c'est ça. Imagine s'il n'y a pas ça, dans ces temps-là, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas cet événement, il n'y a pas cette curiosité. Ça, c'est la vérité. Donc, bon, ma vérité, hein. C'est pas la générale. Mais je vois les choses comme ça parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. Même si je vous dis qu'il se moquait de moi, qu'il disait ça, il n'y a personne qui fait plus ça. Donc, maintenant que je vois qu'il y a tout le monde qui veut le faire, pour moi, c'est magnifique. C'est vraiment extraordinaire que les gens viennent pour connaître, pour découvrir et qu'ils veulent savoir plus pourquoi on le fait, pourquoi on fait cette tradition. Merci. Je pense qu'après le film Coco et après le film de James Bond au Mexique avec le défilé de mort, c'est comme on a pris plus fort la fête de mort. C'est pour ça qu'aux États-Unis aussi c'est très important maintenant. Mais avant, ce n'était pas comme ça. C'est vraiment que aussi ils ont dit que c'est patrimoine de la UNESCO. Après, je pense que 2008, 2014, 2013, pardon. Et pour ça, la fête a pris plus d'importance. Mais ce sont les deux films que je pense que commençaient pour que la fête soit comme ça maintenant, non? Les Coco et James Bond, je pense que vous avez vu, non? Les défilés, les grands défilés. Maintenant, ils font les défilés chaque année à la ville de Mexique. Mais avant, il n'y avait pas rien comme ça. Rien. C'est ça, c'est vrai. Non, je ne suis pas d'accord, Catalina. On avait fait il y a 15 ans, les défilés de Alebrijes Monumentales. C'est le musée d'art populaire qui a commencé avec les défilés importants et qu'on avait choisi la date entre les défilés militaires et précisément les jours de mort. Et au milieu, on commence à faire les défilés de Alebrijes Monumentales et on commence à ce moment-là à faire les défilés de Alebrijes, après les défilés de las Catrinas, après les défilés de morts. Et comme ça, on finit, si tu veux, avec les spectacles, avec les premios de la Formula 1, demain matin. Et comme ça, c'est une semaine qu'on parle du Mexique dans tout le monde. Je ne sais pas si c'est exactement les films Coco et 007 James Bond qui a commencé. Je crois que c'est une tradition qui a été très, très, très bien enraînée dans la communauté mexicaine, bien sûr, dans tout le monde, tout Hispano-Amérique, et qu'il a aussi été très bien accepté par les États-Unis.
par l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de pays qui aiment beaucoup le Mexique, et que maintenant, bien sûr que le défilé de mort, c'est un défilé important qui a réuni beaucoup de monde. Chaque fois qu'il se présente, il y a 300 ans qui ont commencé, mais nous, que nous avons commencé il y a 15 ans avec le défilé de Alebrijes Monumentales, qui a passé la semaine dernière, le samedi dernier, nous avons réuni plus près d'1 million de gens et dans les rues del Zócalo à la colonne de l'indépendance. Alors, c'est un... Peut-être tu as raison quand tu parlais des deux films qui a fait immensamente une acceptation globale, si tu veux, dans tout le monde de la tradition mexicaine. Mais je crois que beaucoup plus avant que ça, il y a déjà une tradition acceptée un peu partout. Non, seulement, si, ça c'est vrai, seulement je dis que ça, c'était plus international à cause du film. Je sais que, oui, avant, il y avait beaucoup, même les hôtels, la maison, mais je pense que les deux films sont comme importants, pas les plus importants, mais importants. Oui. Si, d'accord. Non, parce que je vais dire la même chose, donc je préfère, c'est bien dit déjà. Est-ce que dans le public, oui. Moi, je reviens par rapport à l'hôtel. Au musée au Mexique, après l'exposition, vous offrez le sucre aux visiteurs. Et vous aviez dit tout à l'heure que vous ne touchez pas à ce que vous aviez mis la veille parce que c'est pour les esprits. Vous en faites quoi, du coup? Bon, comme Gabriela et Catalina disaient qu'il ne peut pas manger les éléments de l'hôtel. Et dans notre cas, comme c'est une situation différente, c'est un hôtel complètement avec un concept sui generis, on avait fait ça, il n'y avait pas aucun problème pour les gens. Nous l'avons mangé, mais c'était un hôtel complètement différent à les hôtels traditionnels. C'est pour ça que nous avons fait cette expérimentation et les gens ont accepté très bien. Peut-être il y avait un peu des étrangers qui ne veulent pas manger un petit os du pâte d'amande, mais que c'était bizarre pour eux. Mais à la fin, tout le monde l'a mangé et tout le monde a été très content. Ça vous choque pas, vous, qu'ils mangent les offrandes Ah oui, non, alors... Non, on ne mange pas, mais si c'est une exposition, une chose différente, c'est autre chose, non? C'est différent, non? Ça change. Complètement. À la maison, oui, c'est comme ça. En fait, c'est l'hôtel à la maison, il est vraiment dédié aux défunts. Du coup, là, on ne touche à rien. Mais par contre, quand c'est un hôtel qui est ouvert au public, qui est plutôt de l'ordre d'une exposition, bah là, il y a le sens, il est complètement différent. Et là, du coup, effectivement, on sert, on a fait... Moi, j'avais fait l'expérience avec un pote qu'on avait mis des petits verres de tequila pour mon frère qui est décédé il y a très longtemps. Et puis, on avait goûté, et puis ça avait aucun goût. On était, oh, il est venu le boire, etc. Et puis, non, c'est juste l'alcool qui s'est évaporé, quoi. Mais c'est vraiment dans ce sens-là où on fait exprès de mettre des choses qui restent tout le long que l'hôtel est en place. Et qu'après, oui, on jette, parce que voilà, c'est immangeable. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, je dois reprendre la main pour interrompre malheureusement ce magnifique moment d'échange parce qu'en fait, il est exactement 17h32 en Suisse et ici, on est très ponctuel. Ah non, c'est bon. Mais Gabriela, elle est attendue à la cuisine parce qu'elle va faire une démonstration. Tu veux nous dire 2 mots sur ce que tu vas faire? Pan de muerto. Démonstration de pan de muerto.
Ça consiste en quoi la démonstration? Donc, la recette de la préparation, comment je le prépare, le significat du pan de muerto, et voilà. Donc, ça, c'est une dégustation, bien sûr. Ah, et la dégustation surtout. Ouais. Et la tole aussi. Donc, on vous attend. Oui, donc ça, c'est à 6h dans la cuisine en bas. Et Mercedes, tu veux nous dire 2 mots sur ce qui se passe après? À 19h, à cet endroit même, on accueille une compagnie de conteuses, la compagnie Conte à Cordes, qui va venir avec une harpe et qui va faire une présentation d'un conte qu'elles ont, d'un syncrétisme. Un conte qu'elles ont créé exprès pour cette occasion à partir des légendes mexicaines. Et puis à 20h, il y aura de la musique live. Les mariachis débarquent à l'alimentarium. On vous attend au café du musée avec plein de spécialités à déguster. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci infiniment à vous 4 pour ce moment d'échange. Merci à Walter de s'être réveillé très tôt ce matin, un samedi matin. Et merci infiniment. Merci à vous 3. Merci Walter. Oui, merci. Gracias, Walter, de verdad. Muchas gracias. Merci à tout le public. Merci. Une dernière fois, il faut faire attention si Henri Nestlé va venir pour manger ce qu'on a dans la table. Non, je voulais juste vraiment vous remercier, vous deux et toute l'équipe qui a fait ça possible. Parce que c'est touchant de pouvoir partager tout ça avec vous tous et toutes. Et oui, on est très heureuse d'avoir pu vivre ce moment avec vous. Et puis on va continuer à faire des moments comme ça de rencontres parce que ça nous nourrit tous et c'est très beau. Merci. À plus tard. Au revoir tout le monde.